Donc, juste en quelques mots, l'intention du temps que nous allons passer ensemble, c'est de donner une réalité concrète à la définition de la démocratie en santé avec des expériences de terrain en région. Une réalité, sauf si c'est un mythe. C'est le titre de la table ronde. Moi, je m'appelle Fabienne Ragingir, je suis patiente partenaire ressources au centre opérationnel du partenariat en santé en Occitanie. Alexandre vous l'a un petit peu présenté. Le partenariat en santé, c'est agir, penser et agir ensemble pour le bien-être physique, mental et social de chacun, en reconnaissant et en s'appuyant sur la complémentarité des expériences, des savoirs, des compétences, des professionnels du système de santé et des usagers, par la co-construction, la co-décision, la co-mise en œuvre des projets de santé de chacun et de tous. Donc le COPS, c'est une communauté ressources pour diffuser cette culture du partenariat en santé, accompagner sur le terrain le déploiement des pratiques, animer le réseau des acteurs et mesurer l'impact de cette culture partagée. Donc merci à l'espace de réflexion éthique d'Occitanie de nous avoir sollicité pour animer cette table ronde. C'est toujours une occasion de rencontre et de questionnement, mais il me semble qu'on est au bon endroit pour faire ça. Donc, je ne vais pas présenter tous les participants, je ne vais pas faire pour eux. Chacun le fera à son tour et on va fonctionner avec une méthodologie d'holacratie où, à partir d'un postulat, chacun va donner sa vision pour arriver peut-être à compléter un peu la définition du départ. Donc, moi, bonne élève, je suis allée chercher la définition de la démocratie en santé sur le site des agences régionales de santé. La démocratie en santé est une démarche également associant l'ensemble des acteurs du système de santé, usagers, professionnels, décideurs publics, dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Et faire vivre la démocratie en santé nécessite de développer cette concertation, d'améliorer la participation des acteurs de santé, de promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers. Au niveau local, ce sont les agences régionales qui animent la démocratie en santé sur le territoire. Je vais donner la parole à l'Agence régionale de santé Occitanie par son directeur, M. Jaffre, pour voir comment se concrétise la démocratie en santé dans la région qui accueille le colloque. Du coup, on se passe le micro. Allez, passons le micro. Bien, bon, merci de me passer le micro en premier. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, je salue le président de l'espace éthique régional d'Occitanie. Merci de l'organisation et de m'avoir invité. Je salue toutes celles et ceux qui ne sont pas de la région et puis également celles et ceux qui y sont en espérant que vous allez profiter de Toulouse pendant les 3 jours où vous êtes et de l'ensemble des festivités. Après, bien entendu, les conférences et les tables rondes, ça vous permettra de vous balader dans la ville rose. Votre question pour ouvrir le débat est vaste. Moi, vous avez rappelé la définition. Peut-être juste resituer à la fois comment nous y prenons ici en région Occitanie, puisqu'il y a, et je parle sous le couvert de celles et ceux qui y contribuent, une large tradition de démocratie sanitaire. Mais à mon arrivée ici en région, mon voisin de droite pour moi, de gauche pour vous, m'a tout de suite dit une chose. Monsieur le directeur général, il ne faut pas que la démocratie sanitaire soit un alibi. N'est-ce pas, Président? Et c'est quelque chose que je m'emploie justement à ce que ça ne le soit pas. Parce que sinon, d'une part, mon président de la CRSA me rappellerait à l'ordre, et deuxièmement, je pense que ce serait passé à côté de quelque chose d'extrêmement important. Moi, je pense que toute décision, et c'est l'essence même de la République dans laquelle nous sommes, doit avoir une légitimité démocratique. Sinon, et c'est encore plus vrai en santé, la santé est un bien public, comme l'a rappelé le président de la République, au même titre que l'éducation, et sur lequel nous devons préserver la santé et l'améliorer de l'ensemble de nos citoyens. Donc forcément, toute décision, y compris prise par les décideurs publics, tels que vous les avez rappelés, et notamment l'Agence régionale de santé, doit avoir une légitimité démocratique. Ça signifie que du coup, la démocratie soit aussi éclairée. Parce que sinon, vous demandez à tout habitant
quel est son point de vue sur telle ou telle décision s'il ne sait même pas de quoi on lui parle. Et j'ai bien aimé quand quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on avait l'habitude d'arriver avec un truc tout fait, des documents tout faits, que personne n'est en capacité de lire et de comprendre, y compris de temps en temps même ceux qui l'écrivent. C'est sûr que là, on passe à côté de la chose. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'élaboration du projet régional de santé ici dans notre région, et je pense que ça a été le cas dans les autres régions, on a fait le choix de vraiment s'appuyer sur la démocratie en santé, à plusieurs niveaux. Premier niveau, avec une concertation et une consultation citoyenne la plus large possible, puisque nous avons en fait interrogé les 6 millions d'habitants de la région, tout simplement via des plateformes Internet, mais aussi la possibilité de réponse papier, via les journaux TV de chacun des magazines que tout le monde finalement lit encore, et ça nous a valu plus d'une 40 000 réponses, 22 000 propositions, et que nous avons, comme le président le sait, d'emblée intégrées dans le projet régional de santé. Et vous verrez qu'après la page de couverture du PRS Occitanie, la première page, c'est la parole des habitants. Ce sont des verbatims, et vous en retrouvez tout au long du PRS, parce que je suis parti du principe qu'un PRS, il est utile si les habitants s'y retrouvent et si ça leur sert. Voilà. Et que notre rôle, ce n'est pas que les habitants s'adaptent à l'offre de santé, mais bien l'inverse. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand même, quand vous regardez tous les documents de planification, finalement, ça fait à peu près 40 à 50 ans qu'à chaque fois on dit on part des besoins et que finalement le document que vous avez sous les yeux ne parle que de l'offre. J'en veux pour preuve, c'est que les débats ont été assez vifs sur les objectifs quantifiés de l'offre de soins. Vous savez, les fameuses autorisations d'activités de soins pour les 25 activités qui sont soumises, alors qu'on devrait parler d'objectifs de besoin et pas d'objectifs d'offre. Finalement, l'offre, ça doit être la résultante du besoin auquel nous devons répondre collectivement, effectivement, avec les efforts de santé. Donc on s'est employé à faire cette consultation citoyenne, je vous l'ai dit, beaucoup de propositions, mais nous nous sommes également appuyés sur les instances dites de démocratie sanitaire. La CRSA, sous l'impulsion de son président, a mené, je n'ose dire le nombre de réunions, de concertations, d'écriture, parce que vous avez écrit, de relecture, et ce n'est pas pour rien si l'édito du PRS, il est aussi co-signé avec le président de la CRSA, qui a bien voulu accepter, parce que je pense que c'est aussi montrer que ce n'est pas uniquement une décision administrative, c'est bien quelque chose de co-construit. Voilà. Nous l'avons co-construit aussi au niveau territorial et en particulier au niveau départemental. Alors je le dis, forcément, selon les régions, c'est différent, parce qu'il y a des Bretons dans la salle. On ne peut pas comparer l'organisation de la Bretagne avec l'organisation de la région Occitanie. 4 départements dans l'une, 13 dans l'autre, sans compter le transfrontalier qui nous mène à 15. Si on rajoute le plateau Cerdan, la Catalogne et l'Andorre. Ça veut donc dire qu'on doit forcément avoir des organisations démocratiques adaptées. Et nous, merci madame pour les 2 minutes, et nous avons fait le choix d'avoir des schémas départementaux de santé dans notre PRS. Donc il y a bien un document régional, mais vous y trouverez 13 schémas territoriaux qui ont été élaborés par les conseils territoriaux de santé, par l'ensemble des acteurs, insuffisamment encore de mon point de vue, parce qu'on ne vous a pas assez donné le crayon, mais il fallait bien quand même se lancer, c'était quelque chose de complètement nouveau, mais je compte bien que la mise en œuvre soit confiée aux conseils territoriaux de santé. En ça, on a essayé de devancer, vous savez, le projet de loi Valletoux sur cette partie de la démocratie, et nos conseils territoriaux de santé sont pleinement investis. Notre rôle après, au niveau régional, c'est de veiller à l'équité de traitement entre l'ensemble des citoyens, parce que la santé, elle doit être délivrée de la même manière qu'on soit dans le Gers, dans le Var, dans les Pyrénées-Orientales, ou bien encore en Lozère, pour ne vous citer que 4 exemples de départements sur les 13. Et ça, c'est, je pense, l'essence même pour nous de vraiment donner la parole aux acteurs. Et vous avez rappelé, je ne sais pas, un intervenant tout à l'heure parlait, ou non, c'est dans la définition sur le site des ARS. Et finalement, les acteurs, ce sont les représentants des usagers. Et là, on a à la table ronde, où il est mon président de France Asso Santé pour l'Occitanie, M. Guinvarch, qui vraiment, voilà, il y a une tradition
Je ne vois pas, moi je demande même aux associations de réécrire de temps en temps ce qu'on écrit nous-mêmes, parce que des fois c'est incompréhensible, et j'attends que le PRS, à la demande des usagers, soit dorénavant disponible sur les smartphones de manière complètement téléguidée et téléchargée, parce que jamais personne n'ira lire 1500 pages dans le recueil des actes administratifs de la préfecture où personne ne sait où c'est. Donc il faut qu'on le mette comme si on lisait n'importe quelle application, etc. Et puis, au nombre des acteurs, donc les usagers, les élus, je salue le représentant de la ville d'Albi, parce que là aussi, je pense que les élus, par définition, ce sont les électeurs. C'est l'élection même démocratique, et donc ils représentent aussi les usagers. Et puis les offreurs de santé, qui sont, et tout ça avec les partenaires institutionnels, ça forme l'essence même de la démocratie et de ce qu'a souhaité le président de la République quand on a lancé les CNR Santé, le Conseil national de la refondation, qui dans cette région, après les avoir lancés en décembre 2022, nous les avons internalisés dans notre démarche. Dorénavant, PRS, CNR, la manière dont on construit nos décisions, c'est exactement la même démarche. Et on ne fait plus de différence puisqu'on fait du CNR tous les jours, tout le temps. Et dans le cas de la mise en œuvre du PRS, on va même aller plus loin, le président de la CRSA le sait. Je souhaite que les conseils territoriaux de santé puissent avoir à débattre des demandes d'autorisation en tout genre. Mais quand on veut implanter un scanner dans un endroit, ça me paraît important que tout le monde puisse participer à la discussion. Bien entendu, les rôles des instances régionales vont émettre leur avis, etc. Mais je pense que cette décision locale, cette discussion locale, elle est extrêmement importante. Et puis, M. Guinvarch le sait, je souhaite qu'aussi au niveau régional, la commission spécialisée des usagers ait aussi un droit de regard. Parce que bien sûr, il y a des commissions spécialisées, on aime bien saucissonner les choses, mais je pense que c'est important qu'à côté de l'AXOS, qui, elle, va émettre son avis sur les autorisations sanitaires, que la commission des usagers ait aussi quelque chose à dire. Voilà. Tout ça pour vous dire que cette essence même de démocratie, elle doit être présente à tout moment, à tout échelon, à chaque décision que nous sommes amenés à prendre, et que ça ne marche que si on donne un peu de moyens. Parce que je pense qu'il faut qu'on puisse être en capacité de donner des moyens d'action, y compris financiers, aux conseils territoriaux de santé, aux associations. On contractualise avec France Asso Santé, c'est pas pour rien. Il y a un contrat d'objectifs et de moyens. On doit le faire aussi avec la CRSA. Il n'y a que comme ça qu'on peut renverser. Et alors, bien entendu, mais vous le savez, c'est pareil pour le COPS, c'est pareil pour l'ensemble des démarches de patients partenaires que nous faisons. Je pense qu'on doit travailler de cette manière et ne jamais avoir peur de la démocratie ou de l'usager. Se confronter réellement aux véritables besoins, c'est, je pense, notre job et notre rôle. Voilà. Et accompagner l'ensemble des initiatives. Donc j'ai été trop long, mais je ne vous redonne pas le micro, je le donne à mon voisin. Merci pour cette intention et ces faits concrets pour opérationnaliser la démocratie en santé dans notre région. Donc un autre acteur institutionnel de la démocratie en santé, M. Schmitt, le président du Parlement de la santé régionale. Alors Didier Jaffre a excellemment posé les deux originalités du PRS. Un, il s'est bâti sur la fabrique citoyenne. Je ne sais pas si dans beaucoup de régions, il y a cette fabrique citoyenne, c'est-à-dire l'expression des usagers. Et deux, chaque département a construit ses besoins. Là où la CRSA a quelque chose à dire, c'est d'abord dire qu'elle est largement méconnue du citoyen. C'est vraiment les CRSA, quand on interroge, alors non pas un public averti comme ici, mais votre voisin de palier, il n'en a jamais entendu parler. Pourtant, elles existent depuis 2009. Et le deuxième point qui est aussi nouveau, c'est qu'une mesure du Ségur de la santé, la mesure 32, vise à donner au CRSA de l'indépendance, des moyens et un rôle plus structuré dans le suivi de tous les événements sanitaires. Et là, j'en viens à une question d'éthique. Il arrive souvent que la CRSA soit interpellée sur tel ou tel sujet. Ici, un centre d'hémodialyse qui ne fonctionne pas. Là, une EHPAD où les conditions de soins sont imparfaites.
Un troisième endroit où on dit l'arsenic a pollué l'eau, ça a été l'Orbiel. Et les rouages, l'accrochage entre la CRSA et la puissance organisatrice qu'est l'ARS sont encore imparfaits. La CRSA relaie, l'ARS généralement fait bien ou très bien, mais le citoyen et la question éthique n'est pas forcément informé du suivi. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, qui est quand même à la fois plus simple et plus fréquent, c'est que l'articulation entre ce Parlement sanitaire, d'une part, et les conférences territoriales de santé, c'est-à-dire au niveau départemental, chaque lieu d'expression, eh bien, cette articulation, elle a bien fonctionné pendant le Covid, où très clairement on s'est beaucoup lié, mais elle est très peu protocolisée. C'est-à-dire qu'il y a des CTS, et je ne vais pas citer un que je vois qui fonctionne remarquablement bien, et d'autres qui sont, plus plan-plan. Et donc ça nous manque. C'est-à-dire le fait que la démocratie de proximité, tout à l'heure Mme Leuillet parlait de voisinage, eh bien, elle n'est pas bien structurée, bien mise en forme, et il y a de très très grandes inégalités là-dedans. On aimerait que les familles, que les usagers, qui ont un rôle essentiel, et ça sera bien dit dans quelques secondes, ou bien que les métropoles et les territoires puissent nous interpeller, que nous fassions un peu caisse de résonance et que nous ayons cet accrochage qui nous permet de dire à l'ARS, voilà, le citoyen s'interroge sur qu'est-ce qui a été mis en place, quel est le suivi, et c'est un de nos enjeux. Un autre enjeu que la CRSA aimerait développer, c'est l'implication d'une de ces commissions dans tous les projets développés par les fonds d'investissement régionaux. Il est très clair que les agences régionales ont un rôle d'innovation, d'accompagnement, de structuration, et que les usagers, de manière systématique, mais aussi la CRSA, c'est-à-dire le Parlement sanitaire, doit pouvoir dire ça c'est bien, mais ça pourrait peut-être être infléchi ou modulé de telle et telle manière pour que l'argent public il y ait aussi un regard du citoyen dans tous ces investissements. Ça renvoie un peu à la question qu'a posée Nathalie Nasr, c'est-à-dire comment il y a une participation des uns et des autres. Alors, on a des raisons d'espérer. Et les raisons d'espérer, c'est que d'abord, les ARS en général, la nôtre en particulier, sont tout à fait à l'écoute et d'une certaine manière prennent le temps, le pouls de la démocratie sanitaire. On a eu la pandémie où il y a eu un travail commun de grande qualité et là, vraiment, tout le monde était à l'écoute de tout le monde. Mais il y a des aspects vraiment qui se dessinent et pour lesquels je pense que aussi bien les agences que la CRSA auront leur mot à dire. Tout ce qui va concerner le climat, l'environnement, les ressources en eau, ainsi de suite, vont devenir des sujets, et j'en ai presque fini, et ces sujets n'auront de corps et de sens que s'il y a un travail commun. Donc, ce que je peux dire en synthèse, c'est que la volonté de partenariat, elle existe, c'est un partenariat de qualité. Le rôle de la CRSA est encore un peu, j'allais dire, en retrait, tout simplement parce que la plupart des CRSA sont directement liées, mais intimement liées aux ARS, et qu'elles ont besoin d'avoir un peu plus d'espace de liberté, ce que la mesure 32 du Ségur prévoit. En d'autres termes, il faut que, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un espace de contradiction. Et cet espace de contradiction, il ne se veut ni virulent, ni hostile, ni quoi que ce soit. Il dit simplement, nous représentons la parole des usagers. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc la conflictualité constructive. Alors, merci Monsieur Schmid. Vincent, on va passer la parole à André Guinvarch, qui est le président de France Asso Santé Occitanie, et
un des rarissimes vice-présidents représentants des usagers d'un conseil territorial de santé en Haute-Garonne. À toi la parole. Non, Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. Ah, je me suis trompée. 82. 82. Bon, on ne va pas faire du chauvinisme au niveau national. Oui, donc France Asso Santé, du nom officiel, l'Union nationale des associations agréées en santé, loi de 2016. Je ne vais pas refaire l'historique de la démocratie sanitaire transformée en démocratie en santé très récemment, mais ça prouve que, puisque l'UNAS n'a été créée qu'en 2016, qu'en fin de compte, que c'est tout de même quelque chose aussi d'assez récent dans le paysage de la relation soignant-soigné. Et que la loi de 2002 était plus une loi aussi où on parlait beaucoup des droits des patients et qui a amené cette démocratie à travers le droit. Et j'ai un juriste en face de moi. Je crois que c'est tout de même aussi important d'avoir cette notion, y compris lorsque, au niveau de France Asso Santé, alors c'est pas nous qui nommons, puisque c'est l'ARS qui nomme, mais que l'on forme les représentants des usagers. Puisque normalement, un représentant d'usager, alors c'est pas un usager lambda, c'est un représentant d'usager qui a été nommé par une décision de l'ARS et qui a été proposé par une association qui elle-même a eu un agrément soit par le ministère, soit par l'ARS si c'est une association régionale. Donc en fin de compte, il y a tout de même déjà tout un parcours en amont. La différence qu'on peut avoir aujourd'hui avec le début de ces nominations de représentants d'usagers d'une façon très normative, en respectant les textes, etc., c'est qu'à travers la formation qu'on fait aux représentants d'usagers, on essaye de les ouvrir à autre chose que simplement d'être les défenseurs de droits, entre guillemets. Alors déjà, on essaye de leur apprendre à parler au nom de tous les usagers, donc ça veut dire qu'il faut aller récolter au départ, je veux dire, la parole des usagers, et non pas simplement leur parole. Et ensuite, c'est à travers tout un tas de formations, dont des formations éthiques, puisqu'on en fera une, nous, en Occitanie, à la fin du mois, ça va être le 28 de mémoire, et qu'en fin de compte, on a aussi cette notion de l'éthique dans la représentation et au niveau de la formation. Quelque chose sur lequel, alors puisqu'on va parler de mythe ou de réalité, on va parler de réalité. Pendant la crise Covid, on s'est aperçu qu'il y avait quelques difficultés. Autour d'une table, France Asso Santé, l'espace de réflexion éthique et l'ARS, puisqu'on avait besoin aussi du soutien de l'ARS, on a créé ce qu'on a appelé SAED, le service d'accompagnement d'écoute et de dialogue éthique, pour permettre d'améliorer les relations qu'il pouvait y avoir entre les établissements médico-sociaux, en particulier les EHPAD, et les familles. Donc on voit bien que même en situation de crise, la démocratie en santé peut fonctionner, puisqu'en fin de compte, à un moment donné, les organismes, lorsqu'ils ont appris à travailler ensemble, en partenariat, etc., on est en capacité de monter des dispositifs pour répondre à un besoin ponctuel à un moment donné. Et je tenais tout de même à le rappeler, parce que ce n'est pas le professeur Clanet qui le mettra en avant, mais je veux dire, c'est tout de même parce qu'on a réussi, parce on dialogue, etc., et qu'on a réussi à faire ceci. Également, France Asso Santé, avec l'espace de réflexion éthique, au sein de notre comité régional, comme personnalité qualifiée, on a demandé à ce qu'il y ait quelqu'un de l'espace de réflexion éthique qui fasse partie du comité régional de France Asso Santé. Vous voyez que donc les liens de partenariat peuvent se nouer aussi entre les espaces de réflexion éthique régionaux et les structures comme France Asso Santé ou d'autres. Il n'y a pas que nous, on ne demande pas l'exclusivité, mais en fin de compte, c'est des choses possibles. Et je vous encourage, lorsque vous reviendrez dans vos territoires, peut-être aussi à vous appuyer sur ce qu'on a fait en Occitanie par rapport à ça. La problématique, et monsieur le directeur général en a parlé avec la fabrique citoyenne, donc on voit bien qu'il y a, lors de la construction aussi du PRS, eu deux types d'expression des usagers. Cette parole, je dirais, citoyenne, lambda, je vais l'appeler comme ça, où en fin de compte, c'était sur les gens répondaient à des questionnaires et on fait partie à des groupes. Et ensuite, la parole organisée. Parce qu'en fin de compte, encore une fois, lorsqu'on est représentant du usager,
on essaye de porter une parole structurée. Et cette parole structurée, je veux dire, on l'a aussi faite à travers les groupes de travail, enfin les portefeuilles, ça s'appelait, je regarde M. Morfois là-bas, c'était le nom exact, disons, puisqu'il y en avait une bonne quinzaine de mémoire, et où il y avait à chaque fois des représentants d'usagers, d'associations nommées par France Asso Santé dans la plupart des cas, et qui en fin de compte aussi portaient cette parole structurée, parce que nous-mêmes, nous avons structuré cette parole en interne pour que les représentants des usagers puissent le faire. Ce qui a permis ensuite, lorsqu'on a participé à la phase finale, y compris au nom des usagers, au nom de cette parole structurée, faire une contribution et de donner un avis sur ce PRS. Et demain, j'espère que nous pourrons continuer conjointement, que ce soit dans les CTS ou au niveau de la CRSA ou au niveau d'autres instances, à faire vivre le PRS d'une façon lisible, oui, parce que c'était une de nos grandes revendications aussi, que le PRS soit lisible pour l'expliquer à l'ensemble des usagers, et qu'il devienne véritablement, au moment où on l'évaluera, quelque chose qui aura été pris en considération et pris en compte par l'ensemble des usagers au quotidien. Donc, mythe ou réalité, on est plutôt sur une réalité. Petit dernier mot, je crois aussi que la démocratie en santé, comme je l'ai dit, a été construite sur des textes. On s'aperçoit aujourd'hui que cette démocratie en santé se construit sans les textes. Parce que les textes ont amené une dynamique, ont amené l'esprit de ce texte. Et par exemple, nous avons, en tant que France Asso Santé, contractualisé avec l'ensemble des URPS, à travers un guichet unique, ça s'appelle le guichet unique des URPS, pour que lorsqu'il y a la mise en place des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, les usagers soient associés le plus tôt possible dans la construction de ces CPTS. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte qui l'oblige, il n'y a aucun texte qui le prévoit, mais en fin de compte, à partir du moment où on essaye de faire fonctionner un système, on a essayé de contractualiser. On travaille avec la FECOP qui réunit l'ensemble des maisons de santé pluriprofessionnelles, également sur la participation des usagers. Vous voyez que donc, y compris, tout ne passe pas par la loi, parce que la loi amène aussi une dimension de mouvement. Voilà, ce que je pourrais peut-être m'arrêter parce que j'ai peut-être été trop long. Non, pile poil. Merci André. Donc effectivement, la démocratie institutionnelle et la démocratie au-delà des règles. Et je signale que vous avez à disposition à la sortie une pochette du partenariat en santé qui contient un livret usager partenaire en santé, l'avenir du soin, qui décrit les différentes facettes d'engagement possibles des citoyens, des patients partenaires dans la santé. Alors André parlait de la formation des membres de France Asso Santé, des représentants des usagers. Il va maintenant passer la parole à Tess Copin, qui est cadre de santé, formatrice à l'école d'infirmières de Carcassonne, oui, voilà, et qui va nous parler de la formation des professionnels de santé sur le sujet de la démocratie en santé. Oui, merci déjà de votre accueil. Donc effectivement, infirmière cadre de santé, en charge de la promotion à la santé au travers de nos enseignements. Donc on peut s'interroger comment on met en œuvre la démocratie sanitaire auprès de nos étudiants. Et comment mes feuilles s'envolent. Donc en fait, la démocratie sanitaire, effectivement, pour nos étudiants, on l'aborde par le prisme des enseignements législatifs, éthiques et déontologiques. Ce premier prisme sur les concepts de dignité, des droits fondamentaux des patients et des droits fondamentaux des personnes, vient créer le berceau en fait de notre pratique en soins et de la promotion à la santé telle qu'elle est voulue par la loi du 4 mars et par la loi de modernisation sociale qui vient conforter la place effectivement de la personne au cœur du système de santé. Donc la démocratie sanitaire, elle a fait émerger un mouvement de promotion à la santé qui a été décliné au travers de soins de qualité, de tentatives de participation du patient à ces soins. Co-construire une réflexion avec les étudiants, c'est les immerger aussi dans la prise en soin des patients, dans la volonté de faire respecter ces droits. Et au regard des analyses de pratique, des retours réflexifs, puisque notre formation est en alternance, elle nous permet d'avoir un retour évaluatif de la qualité des soins. On peut aujourd'hui acter que le droit des patients, le droit des usagers est respecté
dans la plupart de nos relations de soins. Aujourd'hui, nos étudiants s'interrogent sur la construction participative du patient dans son projet de soins. Quelle place il prend entre le texte de loi et son application? Est-ce que cette effectivité est normée sur l'ensemble du territoire? Donc sur le territoire audois, on a encore une coloration où le patient, le partenaire en santé et les organisations de soins œuvrent pour donner cette place participative. Toutefois, on peut dire que la démocratie sanitaire au sein de nos formations en santé se poursuit avec une volonté d'une recherche symétrique dans le colloque singulier, une volonté aussi de participation réflexive sur la place de l'éthique dans les décisions de soins. Donc, le retour d'analyse des pratiques nous permet de mesurer aussi l'engagement des futurs professionnels de santé. La place des savoirs expérientiels est à redévelopper. Depuis le Covid, effectivement, on a laissé une place vide en fait à ces partenaires. Et aujourd'hui, dans les abords, dans les situations simulées, nous recherchons effectivement des partenaires en santé qui puissent transmettre leur savoir expérientiel. En conclusion, et pour s'appuyer sur le modèle de Paul Ricoeur qui nous dit que réfléchir ensemble, c'est poser le problème et chercher ensemble une solution à partir des valeurs, eh bien, je pourrais dire qu'il y a nécessité de faire vivre la démocratie en santé, la démocratie sanitaire, les droits des usagers, la démocratie étudiante aussi. Et il y a donc cette nécessité de co-construire une compétence éthique qui est pour moi un lien universel, un lien fondamental dans nos organisations et dans nos formations. Merci. Merci beaucoup. Bon, là, c'est un grand respect de l'espace collectif de parole. Donc effectivement, les partenaires en santé, les formateurs, les professionnels de santé, les patients, les étudiants, et cette compétence éthique partagée, universelle que vous décrivez. Donc on a parlé des représentants des usagers, des formateurs. On va parler maintenant de la démocratie et des élus avec donc Gilbert Angard, qui est adjoint au maire d'Albi dans le Tarn 81, délégué à la santé. Voyons ce qu'il pense de la démocratie en santé en région, mythe ou réalité. Merci. Mesdames et messieurs, je dois vous faire un aveu préalable. Lorsque j'ai su le thème, j'étais un peu paniqué parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec le concept de démocratie en santé. Alors, j'ai fait comme vous, je suis allé voir dans le dictionnaire et j'ai réfléchi par rapport à mon expérience d'élu local. Qu'est-ce que ça évoquait? Je pense que pour être opérationnel, la démocratie en santé, pour moi, c'est d'abord un droit à l'information avec une éthique de transparence, et c'est aussi un droit à la participation. Et dans la participation, il y a plusieurs degrés. Hein, ça va de l'information, concertation, consultation, codécision. Un élu local, quand on s'engage, en tout cas c'est mon cas, mais c'est le cas de nombreux élus locaux, quand on s'engage, c'est qu'on a envie de participer au mieux vivre ensemble dans une ville. Et donc on est forcément au contact tous les jours, quasiment tous les jours, avec les concitoyens. Et on rend des comptes. Et moi, je rendais compte régulièrement en tant qu'adjoint au maire d'abord, mais aussi à l'opposition, dans les conseils municipaux, etc., y compris à ma femme qui peut critiquer l'action de l'élu local. Alors, effectivement, on est dans des démarches participatives avec plusieurs degrés. Un élu local qui voudrait aménager une rue sans en parler aux habitants, c'est catastrophique. Vous avez tout de suite une pétition, etc. Donc, on développe des démarches participatives. On a développé au niveau national et dans les villes maintenant ce qu'on appelle les budgets participatifs, c'est-à-dire on demande aux citoyens de donner des projets. Et par exemple, sur la ville d'Albi, dans un quartier prioritaire de la ville, il y a des jeunes qui ont proposé des équipements sport-santé. Et donc, après, il y a un jury de citoyens qui votent sur les différents projets.
Nous participons aussi dans une forme de démocratie hors institutionnelle qui est le Conseil local de santé mentale. Dans le Conseil local de santé mentale, nous réunissons alors, le maire et la psychiatrie de service public et tous les acteurs de la santé de la ville. Et par exemple, il y a des actions de déstigmatisation. Alors, évidemment, la place des représentants des usagers, l'UNAFAM en l'occurrence, est extrêmement importante. Et donc, on travaille à mettre en place des campagnes de déstigmatisation. Et ça, c'est de la co-construction. Hein, on est à ce niveau-là. Et dans la mise en œuvre du contrat local de santé, qui est un partenariat avec l'Agence régionale de santé, dans la mise en œuvre, on travaille aussi avec les associations, avec les citoyens, pour mettre en œuvre ces actions. Donc, en dehors de la démocratie sanitaire institutionnelle, que sont les CRSA, les CPTS, le Conseil de surveillance des hôpitaux, etc., nous avons tout un tas d'actions. Alors, je voudrais dire quels sont les freins aujourd'hui pour des élus locaux. D'abord, il y a le problème de la culture de santé. Beaucoup d'élus locaux pensent que la santé, c'est l'absence de maladie et c'est le problème de l'ARS. Donc, voilà, hein, on tape en touche, c'est beaucoup plus simple. Et donc, si on part évidemment sur la définition canonique, mais qui n'est pas très opérationnelle de l'OMS, hein, parfait état de bien-être physique, moral et social, on n'est pas opérant. Et donc l'idée, en tout cas celle que je développe, et je suis président de l'association des élus santé publique de territoire, c'est de parler des déterminants. La santé est conditionnée par des déterminants et on peut agir sur ces déterminants. Et donc à partir de là, on se rend compte qu'il va y avoir de la santé quasiment dans toutes les politiques de la ville, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les déplacements, les espaces verts, l'éducation, le social. Et là, nous travaillons aussi dans des démarches de démocratie administrative, ou ce que vous voudrez, notamment avec la démarche de la démocratie environnementale qui, à mon sens, est plus outillée que la démarche de démocratie sanitaire, notamment avec les études d'impact, la consultation préalable, etc. Nous avons des difficultés, c'est les manques de données opérantes et l'insuffisance de l'observation locale. Très bien, très bien. Il manque quelquefois des données pour mener un débat public de fond. Hein. Je prendrai juste un exemple. À Albi, de temps en temps, il y a pollution atmosphérique. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les bus. D'accord? Premièrement, quasiment personne n'est au courant. Et deuxièmement, pas grand monde prend les bus. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne démarche. Mais comme on n'a pas énormément de choses, on ne fait pas plus. La complexité, donc c'est assez compliqué. Hein. C'est chronophage pour des élus. Alors, je ne sais pas si c'est typique à l'Occitanie, mais l'ARS nous fait travailler beaucoup. La CRSA, les CTS travaillent énormément. Je pense que vous avez fait un travail extrêmement important de participation. Et moi, j'ai participé à pas mal de choses. Et d'ailleurs, le maire commençait à trouver que j'étais un peu trop parti. Et puis, quelquefois, il y a quand même le sentiment d'impuissance, parce que les ordres du jour de la CRSA, ils sont quand même très bouclés. La liberté de la parole fait qu'il y a des gens très bavards, et donc on se trouve que quelquefois, on ne peut pas dialoguer, hein, parce que Laurent nous dit que l'ordre du jour est terminé, et voilà. Hein. Juste pour terminer, moi j'ai découvert, grâce à Michel Clanet, le débat citoyen sur la fin de vie. Et je trouve que pour des élus locaux, c'est extrêmement important. Je pense qu'on ne travaille pas assez les ERE avec les élus locaux et peut-être même la CRSA. Voilà, j'ai dépassé ou c'est bon? Vous êtes au bon moment.
Merci beaucoup pour ces exemples concrets et voilà, l'envie de faire du bottom-up plutôt que du top-down dans la démocratie en santé, comme vous l'avez dit dans la préparation. Alors maintenant, on va passer la parole à Jean-Hervé Bazin, qui souhaitait nous parler d'un autre aspect de la démocratie en santé et qui nous vient de l'espace de réflexion optique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Bazin. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors, mon prénom c'est Jean-Étienne, hein, c'est pas Jean-Hervé. Qu'est-ce que j'ai dit, Jean-Hervé voilà. Jean-Étienne. Mais c'est pas Toutes grave. mes excuses. C'est pas grave. Alors, moi, par rapport à la question, mythe ou réalité, ma réponse jusqu'à il y a une demi-heure, elle était claire, c'est mythe. Et je suis extrêmement jaloux, et je crois que je vais déménager en région Occitanie parce que ce qui a été présenté par l'ARS, vraiment je vous félicite, par les différents organismes qui travaillent ensemble, qui d'ailleurs, parce que pour moi, je me suis beaucoup intéressé surtout à la démocratie en santé au moment de la crise Covid, qui a été un fiasco complet en région Rhône-Alpes-Auvergne. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'existait pas avant. Et si elle a fonctionné en Occitanie, c'est parce qu'il existait déjà des liens, et vous l'avez très bien dit. Et il y a un travail en silo des différentes structures chez nous, et il n'y a aucune collaboration, j'allais dire, et la démocratie en santé n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des très très belles expériences, et on en a entendu toute l'après-midi, des super expériences de participation de patients. Il y a des représentants d'usagers qui sont parsemés un peu partout pour se donner bonne conscience, pour dire que la démocratie est respectée, parce qu'ils sont là. Leur légitimité n'est pas toujours évidente, parce qu'on a l'impression que c'est presque un métier d'être représentant d'usagers, et on ne sait pas qui représente réellement à part eux-mêmes. Et au final, ben, il n'y a pas, en tout cas chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, je n'ai pas le sentiment qu'il existe une démocratie au sens où notre philosophe nous l'a exposé tout à l'heure, c'est-à-dire comme étant un mode de vie. Si on considère que la démocratie est un mode de vie, ça devrait être une évidence que, et notre élu local l'a très bien dit, on ne va pas transformer une rue sans demander aux habitants de cette rue comment ils souhaiteraient l'aménager. Or, on ferme une maternité sans demander à la population ce qu'elle souhaite, et on va réagir parce que soit le maire, soit le sénateur local a des appuis, donc on va la maintenir ouverte, même si on fait que 200 accouchements par an, et puis d'autres à 350 seront fermés, donc il n'y a aucune équité et donc aucune éthique dans les décisions politiques qui sont faites. Ou alors les gens vont aller se coucher sur un viaduc, et du coup on va donner des grands moyens pour trouver des anesthésistes pour faire fonctionner cette maternité qui n'a aucun lien. Mais le seul problème, et les médias chez nous, on sait très bien que tous les systèmes non démocratiques, je ne parle pas nécessairement de systèmes dictatoriaux, mais non démocratiques, fonctionnent sur une absence de connaissances et une absence d'éducation et de formation. Et si certains continuent à se battre pour maintenir une maternité ouverte alors qu'elle ne fait pas un accouchement par jour, c'est qu'on ne leur a pas expliqué où était la difficulté en termes de qualité, de sécurité, etc. des soins, et qu'il fallait mieux la fermer pour regrouper et trouver d'autres modes de suivi des grossesses pour permettre ça. Sauf que cette éducation citoyenne, qui est la base de toute démocratie, à mon sens, en tout cas dans notre région, elle n'existe pas. Et finalement, et ça a été déjà dit, et moi je suis très, très heureux de participer à l'espace régional éthique et aujourd'hui à ce colloque de tous les espaces régionaux d'éthique, une des structures qui permet de faire de la formation, comme on l'a très bien dit, d'ailleurs ça a déjà été évoqué cet après-midi, formation à la démocratie, apprendre à discuter entre nous, apprendre à respecter la parole de l'autre, apprendre à faire tourner, etc. Mais aussi formation simplement sur le fond. Quand on fait une formation sur la fin de vie, quand on fait une formation sur la GPA, quand on fait, on enseigne entre guillemets un certain nombre de choses aux gens qui repartent avec un savoir qui leur permettra sinon de choisir, au moins d'avoir un avis éclairé, comme on l'a dit, qui leur permettra de faire. Après, je suis plus nuancé sur les débats qui ont été faits, et je suis désolé pour le CCNE, mais c'est très bien de faire des débats et notamment les états généraux pour la bioéthique, mais il ne faut pas que la parole des citoyens de province
soient ressentis comme non écoutés au niveau parisien. Et ça, c'est souvent un peu le problème. C'est la démocratie, c'est aussi l'équité et reconnaître qu'un paysan de la Haute-Loire ou de la Lozère ou du Forez ou je sais pas d'où a autant de poids qu'un sénateur, un député ou un président de la République. Voilà. Merci. Là, vraiment, sur nos notions de légitimité et sur la possibilité de différents acteurs de notre société, non seulement de choisir avec un avis éclairé, mais peut-être aussi de donner des idées à partir de ses propres connaissances, de ses propres expériences et analyses. Du coup, pour le dernier intervenant de la table ronde est Cyril Azif-Thomas, directeur de l'ER Occitanie. Décidément, quelle chauvine. Non, la Bretagne. Je laisse cette lourde charge à Michel. Écoutez, merci de me donner la parole dans cette fin de table ronde, parce que j'avais aussi un message pour nos participants. Je vais le dire tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Sachez que le vendredi matin, c'est vraiment une matinée qui est dédiée en fait, aux membres de la CNERER et des RR qui sont participants de cette CNERER, parce que nous avons à travailler nos liens avec le CCNE, la DGOS, et que Michel m'avait alerté qu'il y avait beaucoup d'inscrits. Donc ce n'est pas la poursuite en fait, de ce qu'on fait là en termes de conférences ou de table ronde. Alors vous pouvez vous y inviter peut-être quand même en demandant à Michel ou en l'informant, mais enfin, ça sera plutôt en comité plus restreint, où on a des questions plutôt parfois un peu administratives à régler. Donc cette précaution étant réglée, je voudrais revenir de façon plus générale, parce que vous m'avez fait un grand plaisir, tous les uns les autres, outre que j'ai appris beaucoup, comme à chaque fois quand on est dans ce type de travail collectif, c'est aussi ça la démocratie en santé. Mais alors, il y a un autre plaisir que vous m'avez fait, c'est qu'aucun de vous n'a repris le titre de la journée, savamment concocté par notre ami Michel, puisque je lui ai demandé, c'était « Force et servitude de la démocratie en santé ». Alors je ne sais pas, la force peut-être ça plaît moins aujourd'hui, la servitude ça plaît pas tellement non plus, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas moi je trouvais que c'était deux excellents signifiants. Les forces, alors les forces évidemment, on a entendu beaucoup de notions très intéressantes, de concepts. Je me rappelle qu'en philosophie, on nous enseigne toujours de travailler le dur travail du concept, hein, d'être là-dedans. Alors, le savoir expérientiel, voilà un concept. Le patient partenaire, en voilà un autre. Et je ne vais pas tous les décliner parce que je vais quand même essayer de réunir ce qui est épars, mais je vais quand même aller à l'essentiel de mon propos. La force, au plan éthique, c'est aussi la protection du faible. Donc, je voudrais vous le rappeler parce que c'est vrai que dans la démocratie en santé, on est dans cette tendance autonomiste qui, depuis 50 ans, fait que toutes les lois donnent toujours plus d'autonomie. Et c'est bien, d'une certaine manière, et c'est important. Mais voilà, l'essence de la santé, l'essence de la médecine, c'est aussi de protéger le malade, c'est aussi de protéger le faible, c'est aussi d'avoir cette idée en tête, en arrière-fond de notre action, sans quoi on risque d'aller vers une éthique minimaliste. Et je pense qu'il était dans mon rôle de le rappeler. La notion de servitude, maintenant, elle est intéressante. C'est une notion ancienne qui rappelle que dans le mot servitude, il y a le mot ser, c'est-à-dire le mot esclave. Et il est intéressant aussi de regarder ce qui fait que, eh bien, on a encore des choses qui font qu'on est dans la soumission, peut-être à la parole du médecin, peut-être un reliquat de paternalisme, peut-être une insuffisance de la démocratie en santé, peut-être aussi qu'il ne suffit pas de reconnaître au patient une capacité à comprendre, décider, agir, mais qu'il faut réussir à le mobiliser. Et je crois que vous avez fait la preuve qu'avec toutes ces initiatives, c'est possible de mobiliser à la fois les médecins, les professionnels de santé, les professions de santé, les usagers, les patients. Je distingue professionnels de santé et professions de santé parce que vous savez qu'il y a un sujet qui fâche encore un peu, qui n'est pas réglé au plan législatif, c'est ce qui se passe entre le bac plus 3 de l'infirmière pour aller cours et le bac plus 10 du médecin spécialiste. Est-ce qu'on va ouvrir au bac plus 5 de la profession médicale intermédiaire, qui est une expression qui ne passe pas
ni du côté des médecins, ni du côté du législateur. Mais c'est quand même un grand débat à l'heure des déserts médicaux et du problème d'accès aux soins ou d'inégalité d'accès aux soins. Voilà un petit peu pour les servitudes qui sont les nôtres, qui font que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver à la fois dans un contexte démocratique et dans un contexte de savoir partagé, de compétences reconnues et de considération des uns et des autres. Alors, le deuxième partie de mon propos, c'est le titre de la table ronde. C'est effectivement « Démocratie en santé en région, mythe ou réalité ». Alors, j'ai découvert quelque chose là encore, ça m'a fait plaisir, c'est très intéressant. Eh bien, c'est effectivement que entre les régions, les façons de regarder le travail de l'ARS sont différentes. J'ai entendu que, par exemple, l'ARS nous fait travailler vraiment beaucoup. Et je trouve intéressant parce qu'on a mon collègue et ami Laurent Schmitt, avec qui j'ai travaillé à la Société médico-psychologique il n'y a pas si longtemps que ça, disant d'un côté, finalement, la démocratie sanitaire, c'est de prendre le pouls. C'est quand l'ARS prend le pouls de la démocratie sanitaire qu'on est dans cette dynamique de parlement sanitaire. Mais comme je suis un peu juriste de formation, je sais, puisque j'ai été à l'école de Karine Lefebvre, que c'est les ARS qui pilotent la démocratie sanitaire. Et je pense que quand j'entends l'ARS nous fait beaucoup travailler, eh bien, ça veut dire que l'ARS est dans son rôle de piloter la démocratie sanitaire, dont acte, félicitations. Moi, je ne peux que reconnaître le travail bien fait. Donc, c'est drôlement important d'y revenir. Mais mythe ou réalité, réalité juridique, sauf erreur, la démocratie sanitaire, qui est quand même la grande sœur de la démocratie en santé, elle a 25 ans aujourd'hui. On nous a rappelé tout à l'heure que c'était les États généraux du cancer et de la santé en 1998. Et vous savez que ça a annoncé le titre 2 de la loi du 4 mars 2002, la démocratie sanitaire. Et puis, réalité judiciaire. J'ai dit à l'instant, et j'en suis ravi, que ici, vous avez un directeur d'ARS qui fait bien son travail, qui pilote la démocratie sanitaire. Eh bien, la réalité judiciaire montre que ce n'est pas partout pareil. Je vous renvoie à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes de 2016 qui montre que parfois l'ARS est sanctionnée parce qu'elle n'a pas respecté le jeu normal des instances hospitalières de la démocratie sanitaire et que d'installer une IRM, de transférer le lieu d'une clinique à une autre sans faire ce travail n'est pas aujourd'hui possible selon les règles de notre République et de notre justice. Et je finirai là-dessus. Je crois que c'est très intéressant de revenir aussi à cette idée que c'est une réalité citoyenne, même si M. Schmitt nous a expliqué que ce Parlement sanitaire est largement méconnu de nos concitoyens, et je ne peux que confirmer cela. Je pense que les CRSA, comme les RR, ont un grand déficit de visibilité, de reconnaissance auprès de nos concitoyens, mais aussi de nos collègues des différentes instances hospitalières, de nos directeurs généraux, de nos directeurs d'ARS. Et avec Jean-François Delfrécy, nous mènerons des réunions à la fois pour les directeurs généraux de CHU et les directeurs d'ARS afin de rappeler le rôle des ARS en la matière. En tous les cas, venant comme la cerise au-dessus du gâteau, mais Karine encore là nous dirait que l'éthique c'est pas la cerise mais la farine du gâteau, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié que voilà, le focus soit mis aussi sur une notion qui me tient à cœur, qui est l'équité. Et vous avez, monsieur le directeur, rappelé cette importance de l'équité, parce qu'effectivement, c'est une équité de traitement pour l'ensemble des citoyens qui est véritablement attendue, je crois, au cœur de ce projet qui est la démocratie sanitaire et de l'action collective en santé. Alors parfois, cette équité, elle n'est pas respectée. Parfois, on est obligé quand même, j'ai fini, d'aller vers d'autres actions que des actions de concertation, qui sont les actions les plus valorisées aujourd'hui dans la démocratie sanitaire. Et c'est des actions plus importantes de type judiciaire, type action de groupe, qui font qu'on va ramener un petit peu plus le curseur vers le besoin des usagers. Voilà, j'ai fini et je vous remercie de cette invitation pour une table ronde qui était extrêmement riche. Merci à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup à tous. Quand Michel Clanet m'a invité à animer cette table ronde, je me suis dit ça serait chouette que, comme exemple de démocratie en santé, des personnes concernées soient
invités. Donc comme moi, patient, partenaire ressources, je peux l'être. Mais pourquoi pas aussi des personnes en grande précarité. Du coup, je suis allée discuter avec une Madame Schmitt, mais c'est pas aucun rapport avec vous, Paulette Schmitt, une personne en grande précarité et militante de la télé Quart-Monde, sur la notion de démocratie en santé. Et j'ai pas osé l'inviter parce que le temps était déjà compté, je voulais pas qu'elle arrive à la fin et qu'elle puisse pas s'exprimer, donc on s'est mis d'accord pour que je devienne sa voix. Et elle me dit, mais c'est quoi la démocratie? C'est compliqué, on n'est plus au temps du roi Soleil. Associer toutes les personnes aux décisions, ça me fait rire. Elle a dit, ça me fait rire. Ça me fait rire. Des gens comme nous, je ne pense pas qu'on soit invités ou associés. C'est pas la place qu'on nous donne. Nous, on peut dire le ressenti, l'expérience de la vie, les bûches qu'on se prend, mais on ne nous demande pas nos idées. On ne nous sollicite que quand on en a besoin de nos votes. Démocratie. J'y vois rien, j'ai pas mis... On se prend des claques. Une simple CMU, certains médecins ne la prennent pas dans certains endroits. Donc, on ne peut pas avancer les frais. Et du coup, la maladie s'aggrave. Et en plus, dire qu'on est à la CMU solidaire, ben, c'est gênant. Les gens qui sont là avec leur carte bleue, ils nous regardent de haut. Donc, voilà, c'est un problème. Ces réflexions, elles sont dures à encaisser. Des remontrances, des gens qui nous disent « j'en ai marre des gens comme vous ». Parce que ils n'ont pas une prise en charge de leurs soins. Et alors qu'il paraît qu'ils sont obligés de nous soigner. Ils ont signé le truc d'hypocrite, là. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? En fait, pour elle, c'est elle qui a dit ça, il faudrait d'abord respecter les droits acquis pour accéder aux services de santé. Elle m'a parlé de droits acquis. Et tout simplement améliorer l'accueil quand on est en consultation, faire un sourire, réconforter, échanger, écouter. Donc tous les ingrédients de la relation éthique. Et ça serait bien qu'on nous invite pour participer à des réunions en petits groupes pour la santé. Ça serait enrichissant que tout le monde puisse intervenir avec ces différents regards, que chacun ait une parole et qu'on se rende compte qu'on voit les choses différemment. On verrait les difficultés des uns et des autres et aussi les propositions des uns et des autres. Donc sur ces points clés de respect, d'écoute, de croisement des regards, on voit bien que la santé, c'est un bien commun et que c'est l'affaire de tous et de toutes. Et que la démocratie en santé ou le partenariat en santé, qui finalement est sa version, on va dire, participative, qui met l'accent sur la reconnaissance de tous, la co-construction, le faire ensemble, c'est nécessaire pour préserver ou améliorer la santé, la qualité de vie du plus grand nombre. Donc une pratique éthique au quotidien, à la fois un mythe et à la fois une réalité, une nécessité de vivre à travers les institutions et les règles et en dehors de ces institutions, avec des valeurs, des éléments de base comme le lien, le collectif, le décloisonnement, le simple bon sens. Et je pense que toutes les personnes ici qui sont là depuis 3 heures à écouter, à échanger, à réfléchir, sont vraiment dans ces valeurs fortes en lien avec la santé. Donc vous avez été parfait parce que nous allons avoir du temps pour des échanges avec la salle. Il nous reste encore 10 minutes pour pouvoir échanger avec les personnes qui sont dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite parler ? Est-ce que je peux me permettre 2 mots, s'il vous plaît ? Oui, et puis tout ce que vous avez dit peut aussi amener des commentaires les uns juste par rapport à ce que vous avez dit, ça me faisait penser à quelque chose. Toutes ces gens qui sont en extrême précarité, parce qu'on parle de démocratie en santé, mais il y a la démocratie de notre vie politique de tous les jours qui est de plus en plus mise à mal. Et on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Les gens ne vont plus voter, les gens ne participent plus. Il y a un véritable problème dans notre société. On a dit qu'il y avait une rupture dans... C'est Michel qui a dit ça tout à l'heure. Il y a une scission dans notre société. Ce que je voulais quand même, ce qui me faisait penser cette exclusion, ces gens qui se sont exclus, c'est que l'exemple de la démocratie athénienne qu'on prend comme étant une référence,
elle ne s'adressait qu'aux citoyens d'Athènes, et il y avait tous les barbares qui n'avaient pas droit et qui étaient exclus. Il ne faudrait pas que les plus vulnérables de notre société soient considérés comme les barbares de notre société, et que notre pseudo-démocratie sanitaire ne soit réglée que par des citoyens d'exception. Je vais rebondir par rapport à votre témoignage, quand vous vous êtes fait le porte-parole. Parce qu'en fait, et je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire, les institutions quand même que nous sommes là avant tout pour que la santé soit garantie pour toutes et tous. Et donc là, on doit focaliser nos moyens et nos actions, c'est pour celles et ceux qui en sont le plus éloignés. Parce que finalement, les gens comme vous et moi, ils ne vont pas avoir de problème. Ils vont toujours avoir, parce qu'ils ont déjà l'information, ils connaissent, ils vont toujours arriver à se débrouiller, même si on habite dans un village où il n'y a plus de médecins, on ira toujours à faire quelque chose. En revanche, et c'est tout à fait juste ce que vous avez dit, les personnes très âgées, les personnes qui vivent avec un handicap, les personnes en situation de précarité, les personnes détenues, les personnes qui n'osent pas dire, voilà, bref, toutes celles et ceux qui sont loin, vous ne les voyez jamais dans les réunions. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit la dame. Moi, je fais, grosso modo, je ne sais pas combien de réunions par jour. Je ne vois jamais, finalement, ces publics-là. Il y a plein de représentants et plein de gens qui parlent pour eux, ça c'est sûr, mais est-ce vraiment ce dont elles ont besoin? Et je vais vous citer un exemple qui a fait l'objet de débats au sein de l'agence quand il s'agit de mettre le dernier point, la dernière virgule au PRS. Comme je vous l'ai dit, on a repris des verbatims, et dans les verbatims, il y en a un qui apparaît 2 fois dans le projet. Et les collaborateurs me disent « Ah non, mais tu ne peux pas laisser ça ». Je dis « Ah bon, et de quoi il s'agit ?» Le verbatim, alors je ne sais pas exactement comment il est rédigé, mais en gros, c'est « Il faut que vous développiez des chenils dans les établissements de santé si vous voulez que les personnes précaires que nous sommes puissent aller se faire hospitaliser, parce que sinon, notre compagnon, il est perdu, et donc nous, on ne veut pas le perdre, parce que c'est le seul être avec qui nous sommes. » Et donc, bien entendu, on m'a d'emblée dit « Ah non, mais ça, ce n'est pas de la compétence de l'ARS, hors de question qu'on mette des moyens, il faut l'enlever. » Et je parle devant ma directrice de cabinet, ma conseillère médicale, et mon conseiller spécial qui est là-bas, Jean-Jacques. J'ai dit « Ben non, on va le laisser. » Parce qu'en fait, ça, c'est un véritable besoin, c'est une véritable expression, et effectivement, c'est un facteur de renoncement aux soins et plus largement à la santé. Parce que si vous ne pouvez pas garantir que le chien, le chat ou autre va quand même être pris en charge pendant que vous allez aller vous faire opérer ou autre chose, et qu'à votre retour, vous allez bien le retrouver, eh bien, ils ne vont pas aller vers la santé, se faire soigner ou aller à l'hôpital. Voilà. Et donc, alors ça se fait d'ailleurs dans certains endroits, parce qu'on va pas non plus, on n'invente jamais la poudre. Mais il faut qu'on soit en capacité, comme une ARS, d'avoir cette vision que vous avez rappelée, globale de la santé, et que ce n'est pas uniquement le soin, la prévention, c'est l'intégralité de l'environnement. Et c'est là où le travail, pour le coup, avec les élus est extrêmement important, parce que les élus, et ça a été rappelé par monsieur le maire adjoint, connaissent les situations, parce qu'ils voient défiler dans leur permanence, et puis en se promenant tous les jours, la vraie vie. Voilà. Et ça, on doit en tenir compte. Et je pense qu'effectivement, quand je dis savoir partir des besoins des habitants, c'est vraiment ça. Et que ça suppose aussi, et je crois que c'est le professeur Schmitt qui a parlé du FIR, du Fonds d'intervention régionale, eh bien, notre FIR, il ne doit pas être uniquement ciblé sur des actions purement de notre compétence, je pense. On doit être en capacité de faire des pas de côté, et donc moi, si je dois mettre de l'argent pour faire un chenil au CHU de Toulouse, je ne sais pas s'il y en a un ou pas, je n'en sais rien, eh bien moi je suis prêt à le faire, parce que nous aurons fait en sorte qu'une partie de la population éloignée du système de santé ira dans le système de santé. Et là, nous aurons gagné des points, je pense. Donc c'est ça aussi, savoir écouter. Effectivement, il y a les représentants des usagers, les représentants politiques, etc. Mais savoir écouter les gens, c'est aussi leur montrer des actions concrètes, parce que vous l'avez dit toutes et tous, c'est bien beau de faire des super documents, etc. Mais il faut savoir passer à l'acte. Parce que je vais prendre un autre exemple, mais nos personnes qui vivent avec un handicap, quand vous n'avez pas de solution pour votre enfant le matin qui a un trouble du développement, qu'il n'a pas de place dans une école, etc.,
c'est tous les matins que la question se pose. Et les parents, ils ne sont pas en attente de la Xème solution ou dispositif qui va arriver généralement 1 an plus tard, voire 2 ans après multitude d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt. On a donc aussi un sujet de temporalité de nos actions. Et notre rôle, c'est quand même de raccourcir tout ça. Parce que la procédure administrative, et c'est aussi l'essence même du droit de dérogation qui a été donné au directeur général d'ARS, c'est de raccourcir les délais pour que nos habitants, encore une fois, voient les actions concrètes, réelles, et que finalement, on leur rapporte la réponse de santé dont ils ont besoin. Voilà, donc merci pour ce témoignage. Et ce que je regrette, en fait, c'est que vous n'ayez pas invité Madame Schmitt, et qu'elle n'ait pas, et surtout qu'on ne lui ait pas donné la parole en premier, parce que je pense que c'est sa parole, elle, qui est importante. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et merci pour ce témoignage. Pour continuer l'histoire, c'est drôle, j'avais pas repéré qu'il y avait ce verbatim dans le PRS. À la journée régionale du partenariat en santé du COPS au mois d'avril, on a fait des ateliers collaboratifs d'intelligence collective, et donc il y avait un monsieur de la Télé Carmonde qui participait à la journée, comme tous les directeurs professionnels de santé voilà, qui étaient là, et ce sujet a été choisi pour être travaillé en intelligence collective. Et après cette journée, divers acteurs, dont France Asso Santé, se sont saisis du sujet. Et André, est-ce que tu veux nous donner un peu une actualité de savoir où est ce projet de regard pour un soin ? Ce projet continue, puisqu'en fin de compte, on l'a porté au niveau aussi de toutes les instances. On en a parlé aussi en CRSA. Donc c'est un projet où on espère continuer avec les établissements. Et donc, je veux dire, c'est bien l'essence même de faire remonter des problématiques et réussir à trouver des solutions. Je voulais simplement rajouter un mot, puisque bon, ce projet est en cours et a été bien expliqué. Je crois qu'en fin de compte, il y a aussi le vocabulaire utilisé. On a toujours tendance à parler de l'accès aux soins. Or, on s'est aperçu, en fin de compte, lorsqu'on a fait les consultations auprès des associations, et je pense que ça remonte aussi à travers la Fabrique citoyenne, en fait, les gens, ils ne vous parlent pas d'accès aux soins, ils vous parlent d'accessibilité aux soins. Parce qu'en fin de compte, le problème n'est pas le même. L'accès, ça veut dire avoir un médecin, c'est avoir une offre ou pas. L'accessibilité, c'est pouvoir y aller. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je voulais simplement rappeler ça, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on va justement sur le terrain, lorsqu'on discute avec les gens, on voit bien que les mots n'ont pas les mêmes sens par rapport à ça. La légitimité, alors encore une fois, je crois que c'est jamais simple. On ne peut pas dire on a la bonne parole. Par contre, si véritablement la façon de travailler, c'est tout de même de nouer des relations au plus près, c'est d'interroger, c'est de faire fonctionner la démocratie, y compris dans les associations qui ont un agrément de santé. Je veux dire, avoir un agrément de santé, c'est pas simplement dire, en fin de compte, on forme les gens, etc. C'est-à-dire et j'espère que lorsque l'agrément est donné, dans le dossier, la partie, en fin de compte, animation de la vie associative et justement de cette prise de parole et de cette prise en compte des besoins est bien prise et fait partie au moment de l'obtention de l'agrément. Donc ça veut dire, alors on n'aura jamais on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas, lorsqu'on a dialogué, par rapport à ce projet de regard pour un soin avec ce SDF qui a été à la rue et qui a été témoin, de gens qui ne se sont pas soignés parce qu'ils ne voulaient pas se séparer de leur chien, compagnon, ou alors lorsqu'on a été en difficulté pendant la crise Covid, de certains EHPAD qui refusaient des aidants qui intervenaient pour donner à manger à leurs parents ou à un membre de leur famille, et qu'en fin de compte, c'était bien pire que s'ils attrapent le Covid, je crois. Donc, à un moment donné, lorsqu'on a cherché, à travers ce projet SAAID, de renouer des relations et d'expliquer que des fois, il faut passer au-delà de certaines circulaires qui, en fin de compte, des fois n'existaient même pas. C'était des circulaires imaginaires, dans les têtes des directeurs. On voit bien que
c'est jamais simple. Et en fait, on a l'information parce que quelqu'un connaît, qui fait passer, etc. Il n'y a pas encore... alors peut-être que sur les plateformes demain et de l'intelligence artificielle, on aura tout ce qui se passe dans le pays, ça j'en suis pas persuadé. Mais en fait, c'est surtout plus il y aura de relations humaines entre les personnes, y compris dans les associations, plus il y aura en fin de compte de la remontée et de la vraie source d'information qui permet en fait de faire améliorer le système. Et c'est comme ça qu'on avance. D'où l'importance aussi, par exemple, pour nous, en tant que représentants d'usagers, d'aller, y compris dans les systèmes de soins primaires, c'est-à-dire de proximité, pour véritablement aussi récolter, je veux dire, de l'information que des fois on n'a pas parce que c'est des zones reculées, c'est des zones rurales très profondes, etc. Merci. Récolter de l'information, récolter des expériences, récolter des idées, puisque les personnes elles-mêmes ou leurs proches aidants n'ont souvent pas attendu les règles pour mettre en place des solutions dont ils ont besoin pour leur vraie vie tous les matins. Donc merci une fois à vous tous participants à cette table ronde pour avoir préparé, pour être venus aujourd'hui et avoir donné votre vision au public. Merci au public pour son écoute. Et Michel Clanet, vous vouliez annoncer la suite. Je tiens à remercier donc tous les participants de la table ronde. Je pense que, comme on dit, ça a été riche. Je pense qu'en tout cas, il y a eu des choses qui ont été dites. Voilà, et je pense que surtout, il y a aussi des visions un petit peu contradictoires, si elles sont complémentaires ou contradictoires. Enfin, je crois que c'est important de pouvoir avoir eu ce temps d'échange.